Yaurana Kotounui, bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service. Authenticité, durabilité et écologie, tels vont être les mots-clés d'aujourd'hui puisque nous parlons du tourisme éco-responsable ou tourisme vert et son développement en Polynésie avec Jean-Marc Mousselin, directeur de Tahiti Tourisme. Yorana. Yorana. Clara Joffre, responsable RSE du groupe Pacific Beachcomber. Yorana. Alexandrine Van, fondatrice de Nani Travels. Yorana. Et enfin David Proya, directeur de Vikura Tahiti. Yorana. Alors déjà, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Du tourisme éco-responsable. Justement, Jean-Marc, comment est-ce qu'on définit concrètement l'écotourisme? Alors l'écotourisme, c'est une forme de tourisme qui est beaucoup plus axée vers la découverte de la nature, l'écologie. Chez Tahiti Tourisme, on a une vision un petit peu plus large, on parle plus de durabilité, de tourisme durable, parce que ça englobe l'aspect culturel et l'aspect social et économique. Donc en fait, on se base sur les critères du Comité mondial du tourisme durable, GSTC, qui est en fait la référence mondiale reconnue par l'ONU en termes de tourisme durable. Et dans les principes de base, c'est de construire un tourisme qui favorise les bénéfices de tout ce qui concerne le développement touristique, qui maximise les bénéfices, mais qui minimise les effets qui pourraient être négatifs en termes environnementaux, culturels, envers la population, donc en termes social et économiques. Et évidemment, tout ça, ça doit être géré par un système de gestion durable. On parle d'environnement et de nature finalement et d'écologie. C'est assez facile ici en Polynésie française quand même. Tout à fait, mais on parle aussi de culture, de tradition. C'est extrêmement important dans le tourisme durable, ainsi que le respect des populations et s'assurer que tout le bénéfice du développement va vers les populations. On en parlera tout du long de cette émission. Alexandrine, est-ce que c'est dans cette optique que tu as créé, que tu as fondé Nani Travels? Alors Nani Travels vient d'une demande personnelle vraiment parce qu'avec les voyages, avec mes différentes expériences, notamment dans des gros groupes hôteliers ou encore aux Nations Unies, il y avait vraiment cette prise de conscience sur l'importance de l'impact direct sur la communauté, sur l'environnement, de l'industrie du tourisme. Et donc, au lieu de continuer vers le monde et à la conquête de toutes ces belles choses, je me suis dit que j'allais rentrer à la maison et essayer de commencer en fait ce mouvement autour du tourisme donc durable. Pareil, je rejoins Jean-Marc sur cet aspect d'écotourisme et tourisme durable. Moi, je suis vraiment plus dans la stratégie globale du tourisme durable, bien évidemment, met en avant l'écotourisme, mais aussi différents types de tourisme, comme le tourisme de luxe, le tourisme culturel, d'aventure, etc., etc. Depuis sa création, est-ce que tu as vu les choses évoluer dans le bon sens du terme, bien sûr, vu qu'on parle aujourd'hui d'écotourisme? Complètement, il y a une dizaine d'années, c'est vrai que ce terme était encore très peu connu, peut-être un petit peu banalisé sous forme de backpackers, un tourisme qui n'était pas forcément au gré du jour. Avec le Covid, il y a une très très grosse évolution. Aujourd'hui, on voit très bien qu'aujourd'hui, on a Tahiti Tourisme qui soutient énormément cette cause, le service du tourisme, le ministère. On essaye aussi au mieux de mettre en place de la formation pour que les prestataires, les autres compagnies puissent se joindre à ce mouvement. Mais c'est vrai que c'est difficile. Par contre, la demande augmente énormément. Les touristes veulent voyager de façon plus responsable et avec Nani Travels, il y a eu une énorme évolution. Aujourd'hui, on a une agence de voyage, on a aussi la partie expérience où du coup on co-crée des expériences avec la population locale, des associations ou autres pour mettre en valeur vraiment ce qu'on voudrait montrer de notre pays avec un impact important grâce à l'association Nani que nous avons mis en place cette année. Clara, justement, comment est-ce que le groupe Pacific Beachcomber ou même l'Intercontinental Tahiti finalement suit cette dynamique de tourisme éco-responsable? Alors le groupe Pacific Beachcomber a très vite vu que c'était essentiel finalement d'avancer dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens de l'écotourisme, mais complètement dans le sens de la RSE au global au final, donc responsabilité sociétale des entreprises. Donc ça englobe plusieurs piliers. Nous, comment on le formalise concrètement avec une stratégie donc, qui est clairement énoncée, qui s'appelle la stratégie We Care. Et là, on va avoir 3 piliers. Donc un pilier en effet qui est vraiment sur l'environnement, qui va parler d'énergie, de déchets par exemple. Un pilier qui est sur la nature et la culture, qui est très important aussi. Et finalement un 3e pilier qui parle beaucoup plus d'humains et cette fois-ci de collaborateurs et de communautés. Donc c'est grâce à ces stratégies qu'on peut réellement mettre en place des actions, les mesurer et les faire évoluer au quotidien.
Et pour terminer notre présentation de tous les invités, on se tourne vers David Proya. Alors, on te connaît déjà très bien avec Vicura, mais en quoi est-ce que le rôle de protecteur de l'environnement, finalement, intervient dans ces initiatives d'écotourisme? Voilà, nous, on est une belle équipe. On essaie de se placer au niveau de l'écotourisme. Donc, on peut parler de tourisme vert au travers les loris endémiques qu'on a en Polynésie, donc répartis sur 3 zones, aux Australes, aux Marquises, aux Tuamotu. Faut-il le rappeler, on est donc une entreprise sociale et solidaire de SS au service de 3 associations que je vais saluer. L'association Rimaura, à Rimatara, l'association Vaikua Itemanu, sur l'île de Wahuka, aux Marquises, où est réfugié le Pihiti. Le Pihiti, là, cette petite perruche bleu ciel. Donc un clin d'œil à Florida Brown, la présidente de l'association Vaikua. Et pour terminer, l'association Tamariki no Rangiroa pour les Tuamotu. Donc voilà, on est en fait en place sur Tahiti pour marteler et faire connaître, communiquer, promouvoir ces oiseaux, puisque voilà, c'est dynamiser un peu le tourisme vert à travers des balades ornithologiques, puisqu'il est possible d'aller les contempler. On a très clairement des richesses en Polynésie, on a des trésors et faut-il en prendre conscience. Donc c'est réveiller les consciences, c'est faire en sorte d'aller auprès des scolaires, des écoles et nos cibles sont les enfants. Ces enfants-là sont les meilleurs ambassadeurs de demain pour justement prendre conscience de ces joyaux. On voit avec les différentes missions que tu viens de nous citer que ça correspond à la définition que nous a donnée Jean-Marc tout à l'heure, à savoir que c'est lié à l'écologie, à l'environnement. Et est-ce que toi aussi, depuis la création de Vicura, tu as vu les mentalités évoluer, changer? Oui, totalement, ça évolue, ça peut qu'évoluer. En fait, en même temps, on reste très positif à ce niveau-là. L'environnement, c'est aussi les espèces terrestres. On est souvent à résumer nos richesses à travers la baleine, le requin, le dauphin, la tortue, bien que ces animaux soient très, 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 très splendides et à la fois magiques, mais on a aussi les oiseaux. Les oiseaux sont souvent laissés pour compte, à mon sens, à l'origine de mon projet. Et donc, pour reprendre la genèse de ce projet-là, c'était de les mettre en exergue, en lumière, pour leur rendre leur place, en fait. Il faut quand même rappeler que cet oiseau était chassé pour sa plume, très prisé pour les coiffes, les capes, tout ce qui était ornement, le marura, qui était la ceinture de plumes rouges, qui était remis aux plus vaillants au temps des chefferies. Et donc, trop souvent chassé par l'homme, aujourd'hui protégé, puisque, voilà, il est toujours menacé. Et on reste en alerte pour justement l'avoir et l'offrir à nos générations futures. Justement, ça s'appelle de la sensibilisation, tout simplement, par rapport à toutes ces différentes actions. On y reviendra, mais avant, Clara, une question un petit peu complexe. Le tourisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, est-ce que ça représente un risque tel quel? Alors, c'est une question en effet qui est compliquée parce que le tourisme, c'est une source de revenus importante pour la Polynésie, on en est conscient. Par contre, nous, par exemple, on est en train de faire notre étude de bilan de gaz à effet de serre. Donc, il y a une étude qui se veut transparente où l'objectif, ça va être clairement de pouvoir dire combien d'émissions carbone on produit chaque année. Cet exercice-là, on l'a fait de 2019 à 2023 et sans surprise, on se rend compte que la part des émissions carbone sur les allers-retours de nos clients est très importante. Ce sur quoi il est difficile d'avoir la main, nous, on va dire, en tant qu'entité, en tant qu'hôtelier. On en est conscient. Si on fait cette étude, c'est justement pour pouvoir agir quand même sur d'autres piliers parce qu'il n'y a pas que ça. Mais on est conscient qu'en effet, cette partie-là est compliquée à gérer. Justement, Jean-Marc, comment est-ce que Tahiti Tourisme intègre toutes ces valeurs, tous ces enjeux climatiques et environnementaux dans la promotion de notre fait noir à l'international? Alors, sous plusieurs angles. D'abord, au niveau de notre communication, nos campagnes. Ça fait déjà plusieurs années qu'on a réorienté nos campagnes en les accent beaucoup plus sur la population, sur la nature, sur la culture, l'expérience, plutôt que simplement des belles plages et des honeymooners à Bora Bora. Donc ça, c'est déjà une belle évolution. On met aussi en avant toutes les initiatives justement qui sont faites à la fois par le privé, et il y en a beaucoup, mais aussi par le public. Donc il faut le faire savoir, c'est important. On propose des conseils aux voyageurs, par exemple, pour avoir des voyages plus durables, et c'est ce que fait aussi les hôtels, c'est ce que font aussi les réceptifs locaux. On travaille bien sûr sur la sensibilisation des voyageurs également. On a des projets comme par exemple de faire une vidéo pour sensibiliser les voyageurs juste avant l'atterrissage sur Fa'a, afin de leur dire respectez nos traditions, respectez l'environnement, ramenez vos déchets avec vous, etc. Donc ça passe par tous ces aspects-là, sans parler de tout ce qui est fait localement en termes de sensibilisation, formation des professionnels, qui est extrêmement important aussi au travers des comités du tourisme,
où on a un énorme programme qui a été lancé déjà depuis 2023. Et toute ta réponse finalement répond à ma prochaine question qui est, on parle d'authenticité dans l'introduction de cette émission et en quoi est-ce que le tourisme éco-responsable correspond à cette idée. Tu viens de le dire, est-ce que tu peux compléter finalement? Oui, en fait, la population et la culture sont au centre du tourisme durable. C'est vraiment pour respecter justement tout ce qui existe, pour ne pas le gâcher. Et je sais qu'on a fait un sondage récemment auprès de la population sur le sentiment de la population envers le développement touristique. Et un des premières craintes de la population, alors que 8 sur 10 sont tout à fait favorables au développement touristique, hein, donc tout le monde est bien conscient des bénéfices, mais un des premières inquiétudes, c'est ne pas perdre nos traditions, ne pas perdre notre culture, etc. Donc c'est très bien que la population soit consciente de ça. Et c'est dans ce sens qu'il faut absolument les préserver, tout comme l'environnement, pareillement, quoi. Justement, Alexandrine, comment tes circuits éco-responsables répondent à cet objectif d'authenticité pour éviter, comme on vient de le dire, de perdre notre environnement, notre culture au profit du tourisme? Alors nous, dans notre stratégie, on a fait sur 2 temps. Le premier, bien sûr, c'est le choix. Proposer en fait des hébergements, des voyages qui sont dans une démarche responsable. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément d'hôtels qui ont ces We Care programmes. C'est un petit peu complexe. Donc pour le moment, c'est vraiment le choix et la proposition à nos clients qui vont vraiment orienter leur itinéraire et leur séjour en règle générale. La deuxième chose qu'on a mis en place, donc je vous l'expliquais tout à l'heure, ce sont les immersions que nous avons co-créées avec la population. C'était compliqué pour nous de faire des écologes et d'investir dans ça un petit peu partout. Donc en fait, on s'est focalisé sur l'expérience. Comme Jean-Marc le disait, aujourd'hui, on met en avant et merci justement pour cette promotion, c'est l'expérience que les clients viennent, c'est pour ça qu'ils viennent en Polynésie et non pas aux Maldives. Et en fait, ça, c'est vraiment à préserver parce que quand on se rend compte que on parlait de culture, on parlait de cette peur de perdre son identité au final. On se rend compte que quand on part dans des îles les plus éloignées, ou même à Bora Bora, j'y étais il n'y a pas longtemps, ils ont déjà perdu un petit peu de leur identité. Alors qu'est-ce que vous faisiez, comment vous pêchiez avant, etc. Bora Bora ne sait plus. Les enfants, c'est perdu déjà. Donc il y a vraiment un travail de reconnexion à leur identité, à ce qu'ils sont, pour justement créer de nouveaux produits, de nouvelles expériences qui au final compléteront ce séjour durable. Alors on va pas en parler d'un séjour 100% écotouristique, mais on parle vraiment d'une approche avec la population différente, d'une sensibilisation qui est là, que ça soit avec une population autour de la pêche, donc c'est le lahoui, on va parler des oiseaux, donc ça va être de la randonnée, on va parler de la culture, donc ça va être une immersion peut-être culinaire, mais c'est retravailler en fait ces expériences, donc ces produits que en fait se rajoutent à aujourd'hui les chambres que nous avons aujourd'hui donc pour se loger, mais rajoute vraiment une plus-value sur le séjour dans sa globalité qui se veut durable. Finalement, tout à l'heure, on parlait des entreprises qui mettent en place différents programmes, mais ça évolue dans le bon sens grâce aux demandes des touristes, mais aussi de la population dans ce cas. Tout à fait, il y a vraiment ces 3 piliers qui sont en demande de cette nouvelle stratégie commune, que ce soit les compagnies, le gouvernement, Tahiti Tourisme, etc. et aussi la clientèle qui sont friands de ce genre de séjour. Est-ce que tu as des retours, David, justement, de la population, on parle de ce côté social, qui s'investit dans ce tourisme éco-responsable? Des retours, je peux en avoir écho. Après, moi, c'est de le marteler, c'est d'aller chercher les scolaires. Et notamment, notre dernier OP en date, c'est avec le village d'enfants SOS Papara. Donc, on a, sous la thématique enfance et patrimoine, le projet de faire partir et de déplacer un groupe du 14 février au 21 février sur Imatara, en totale immersion, justement, pour les reconnecter à la nature, pour leur faire prendre conscience que, en fait, on a ces enfants comme meilleurs ambassadeurs et c'est des enfants qui sont ciblés puisque voilà, j'avais à cœur de le faire avec le village d'enfants de la commune de Papara. Jean-Marc, une réaction à ce que vient de dire David ou Alexandrine? Il est clair que, en fait, depuis la crise Covid, il y a eu une véritable prise de conscience mondiale et aussi locale. On s'est rendu compte ce que c'était que de vivre sans tourisme. Et donc, je pense que ça a vraiment contribué à faire un déclic auprès des professionnels, de la population,
Et c'est une très bonne chose finalement. Ouais. Clara, je me tourne vers toi puisqu'on parle de cette sensibilisation. Est-ce que c'était dans cette optique, dans ce but de sensibilisation que vous avez accueilli l'association Temana Otemoana, le sanctuaire des tortues? C'est pour sensibiliser les touristes qui venaient à l'Intercontinental? Alors oui, en effet, on a de nombreux partenariats avec différentes associations et l'association Temana Otemoana est très importante pour nous. Vous le savez tous, elle était à Montréal par le passé. Aujourd'hui, qu'on ait pu l'accueillir à l'Intercontinental Tahiti, ça permet surtout de pouvoir diffuser cette information, finalement cette sensibilisation à plus de personnes, à plus d'écoles et à toutes les personnes finalement sur Tahiti, mais aussi à l'ensemble de nos touristes. Donc en effet, par exemple, quand on a des touristes qui voient les tortues, tout de suite, ils vont avoir cette question-là de se dire, OK, comment ça se fait, pourquoi, je vais aller chercher l'information, peut-être que je vais faire justement une heure de découverte avec Temana Otemoana. Et ça va faire évoluer dans le bon sens. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, ça permet vraiment de sensibiliser et puis de créer des partenariats avec les associations. C'est un de nos objectifs aussi. Donc c'est ce qu'on souhaite mettre en avant encore. Parlons d'un autre aspect, mais cette fois-ci plus du côté des entreprises. Est-ce qu'il y a des impacts, des coûts finalement sur les entreprises qui s'engagent dans du tourisme éco-responsable? Alors je ne vais pas vous mentir, évidemment qu'il y a des coûts. Après, il y a aussi des investissements qui sont rentables. D'arrêter quelque chose pour passer à autre chose qui est plus durable, ça ne coûte pas toujours plus cher. Sur le début, oui, bien évidemment, mais il y a des retours sur investissement aussi. Donc, il faut parfois faire des décisions qu'on n'aurait pas fait si on regardait uniquement le coût, c'est sûr. Mais par contre, si on voit dans la durée, et justement, on parle de durabilité depuis le début de cette émission, eh ben, ça vaut le coup de le faire. Donc, en effet, il y a des projets plus ou moins gros, il y a un budget à attribuer. Et c'est pour ça que nous aussi, on a créé un budget qui est vraiment dédié à la RSE. Et c'est important d'avoir cette partie-là parce que ça nous permet justement de développer des projets et de pouvoir avancer et de se projeter sur une stratégie beaucoup plus long terme. Là, justement, on travaille notre stratégie jusqu'à 2030. Donc, on arrive à se projeter de plus en plus loin et d'avoir des objectifs, alors smart, mais du coup aussi ambitieux, atteignables et qui nous permettent de savoir où on va et d'aller encore plus loin parce que c'est jamais fini, bien évidemment, l'écotourisme. Jean-Marc? Oui, c'est ce que j'allais dire. Il faut voir ça comme, comme un investissement et un investissement à long terme, d'où le terme durabilité. Parce que si on ne protège pas notre environnement, qui est notre capital touristique, en fait, notre capital nature, si on ne protège pas nos traditions et notre culture, les gens ont beaucoup moins d'intérêt à venir ici. Et si on ne protège pas la population, il va y avoir un rejet finalement du développement touristique. Et là, on a tout perdu. Parce qu'il faut quand même se rappeler que 90% des gens, des touristes qui repartent au Polynésie, ce qui retiennent le plus, c'est pas seulement la beauté, etc. Mais en premier, c'est la population. Donc il faut être extrêmement prudent sur un développement pour rester responsable et respectueux. Un complément d'information peut-être, Alexandrine? Oui, moi, c'est vrai que je voulais rajouter que c'était vraiment un investissement. Donc, pour une petite compagnie, c'est vrai que c'est un gros pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est aussi un devoir citoyen, parce que la crise environnementale est bien présente, mais aussi aujourd'hui, la crise culturelle et sociale, cette perte d'identité est présente également. Et donc, au-delà, bien sûr, d'une retombée économique, et c'est pour ça qu'on parle de durabilité, on parle économie, environnement et socio-culturel, et c'est un investissement pour ces trois piliers, vraiment. Et c'est aussi un devoir en tant que personne. Pour pouvoir mettre en valeur ces trois piliers, il existe plusieurs collaborations. Justement, je me tourne vers toi, David. Comment est-ce que vous collaborez avec d'autres entités? Quels sont les différents projets que vous allez mettre en place pour ces trois piliers-là et ce tourisme éco-responsable? Pour reprendre les propos de Jean-Marc, il y a de la protection, voilà, une protection pour une meilleure conservation. Donc, à l'heure actuelle, on est en train de travailler avec la commune de Papeete, le port autonome, pour justement s'assurer de faire en sorte de protéger en fait tout ce qui peut partir de Tahiti pour les îles. Voilà, là je fais référence aux nuisibles. Faut-il le rappeler, le plus grand prédateur de l'oiseau est le rat. Le rat sévit en Polynésie et donc pour en parler, voilà, on a un projet inédit qu'on place aujourd'hui en Polynésie, c'est celui de faire naître des Jack Russell et de les dresser surtout sur l'île de Montréal. Voilà, un clin d'œil à Marcel Suaz, qui est l'éducateur canin. Donc on a été reçu par le ministère, donc on est validé par le gouvernement. Et donc c'est un projet qui a du sens puisque voilà, il faut voir loin. C'est vraiment une projection à long terme
que de protéger en fait nos richesses. Et cette protection, pour ma part, elle passe par la protection de ces oiseaux. D'un problème environnemental, on en vient à un problème de santé publique, puisque le rat, on le sait tous, hein, il est vecteur de maladies. Et donc, il faut prendre vraiment ce sujet au sérieux pour nos générations futures, encore une fois. Voilà. Alors, on le voit avec les différentes entités qui sont autour de cette table. Le projet est suivi par quelques entreprises. Mais Jean-Marc, est-ce que c'est une volonté suivie par la majorité des entreprises ou est-ce qu'il y a encore du travail à faire? Il y a encore du travail, évidemment, mais je pense que déjà au niveau de l'hôtellerie, tous les hôtels sont impliqués, on suit un label au niveau des réceptifs, s'il y a des agents de voyage, ils ont tous un programme justement de respect, de durabilité, de respect, de mettre en avant la culture et l'environnement. Certains réceptifs sont spécialisés, donc ça c'est génial. Les comités du tourisme ont été formés dans les îles pour qu'ils portent la même parole que nous, que la stratégie de développement touristique durable et inclusive soit respectée dans les îles par les prestataires touristiques. Donc il y a un vrai mouvement, je pense qu'on l'a tous constaté depuis au moins 2022-2023, et ça c'est très positif. Par contre, il y a du boulot encore. Justement, en voyant loin, question un petit peu compliquée, encore une fois pour toi, Clara. Est-ce que le tourisme durable et écologique à 100%, c'est une utopie ou un objectif atteignable? Alors, il y a un petit peu de vrai dans les deux propos. Alors oui, 100% durable et écologique, c'est une utopie, bien évidemment, parce qu'on est obligé de consommer, on est sur une île et on en est conscient. Par contre, il y aura toujours mieux à faire. C'est-à-dire qu'on avance progressivement, on voit que vraiment, il y a un développement positif. Et ça, il faut le noter, parce que c'est vraiment quelque chose de positif à soulever. Par contre, il y aura toujours des actions qu'on pourra mettre en place qui vont plus loin, des innovations aussi. Nous, par exemple, le SWAC, Sea Water Air Conditioning au Brando, ça a été une innovation qui a été très importante et grâce à différents types de recherches, on pourra aller plus loin, on pourra toujours faire mieux. Le 100% écologique, il est compliqué, bien évidemment, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas s'en rapprocher. Est-ce que tu vois une évolution positive pour l'avenir, Alexandrine? Je pense qu'il y a énormément de pays ou de compagnies sur lesquelles on peut prendre exemple, comme par exemple le Costa Rica, où ils ont réussi à faire des écologes avec très très peu de déchets, ou encore le Bhoutan qui a décidé de focaliser son tourisme avec un nombre réduit, pour maintenir en fait sa population heureuse. Il y a énormément de choses qui se font dans le monde. Je pense que c'est à nous de trouver quelle est la stratégie qui nous convient à notre population, à notre environnement. Je pense que voilà, c'est une stratégie donc, qui va évoluer, qui va être de mieux en mieux. Après, c'est vrai que le durable 0, 0, 0, c'est compliqué à atteindre, mais ça vient d'une volonté personnelle de ne plus s'habiller comme ça, de s'habiller en tapas et de ne plus boire du vin et de boire de l'eau de coco. Donc, chacun son truc. Comment est-ce qu'on pourrait éventuellement pousser d'autres entreprises qui ne font pas du tourisme éco-responsable? Comment est-ce qu'on pourrait les pousser à suivre un petit peu le pas? Alors, pour ma part, je ne pense pas que pousser quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne comprend pas ou qu'il ne veut pas n'est pas forcément une bonne chose à faire. Je pense qu'il y ait plus de l'inspiration ou des aides, un accompagnement justement à mettre en place parce que souvent les compagnies ne savent pas le faire. Donc voilà, je pense qu'un accompagnement et de l'inspiration pourrait aider les autres privés ou autres personnes à se mettre dans tout ça. Des aides, des accompagnements, Jean-Marc, est-ce que ça existe pour l'instant? Ah oui, absolument. Déjà, il faut savoir que on soutient déjà, on essaie de mettre en valeur les gens qui ont des initiatives, les sociétés qui ont des initiatives. On a créé par exemple un concours de la meilleure initiative durable touristique l'année dernière et c'est quelque chose qu'on va perpétuer. On est en plein rédaction du plan d'action pour un tourisme durable. C'est un énorme boulot. On a réuni au cours d'un forum il y a 3 mois de ça 150 participants, les services du pays, mais les professionnels, les associations de protection, etc. Et il y a plus de 200 idées qui sont remontées. On a plus d'une cinquantaine de fiches actions qui sont à être mises en place. Et donc, on travaille sur un plan d'action concret, sur les choses qui sont à faire, pas seulement dans le tourisme, puisque c'est un secteur qui est extrêmement transversal. Ça touche l'environnement, ça touche la culture, ça touche un tas de ministères, un tas de services. Donc, tout le monde travaille ensemble actuellement pour justement mettre un plan d'action concret que l'on va lancer d'ici la fin de l'année. Donc, il faut être extrêmement positif, optimiste et
c'est exactement la stratégie qu'on a, que justement, on veut tendre vers un tourisme de qualité et non pas de quantité. On est exactement à l'opposé du tourisme de masse en Polynésie. Et on va terminer notre émission avec le dernier mot pour David. On l'a compris, la sensibilisation, pour toi, c'était quelque chose d'essentiel. En 2 ou 3 phrases, comment est-ce que tu pourrais encourager la population, la jeune génération à s'engager vers la protection de l'environnement tout en participant à l'industrie du tourisme? Bah écoute, moi voilà, je suis un passionné avant tout, donc je le fais avec beaucoup de plaisir. C'est ma manière d'être et de manager mes équipes. Voilà, on est hautement soutenu, hein, et la sensibilisation, elle est importante. Il faut le marteler sans cesse. C'est faire en sorte de balancer les bons messages, et ces plans de stratégie doivent être communs. Voilà, c'est des plans qui doivent être faits en équipe. Voilà, c'est un choix en fait qu'on a à prendre, hein, pour l'avenir de notre pays. Qu'est-ce qu'on veut de notre Polynésie? Qu'est-ce qu'on veut offrir à nos enfants de demain? C'est faire en sorte de s'en donner les moyens, déjà, tout simplement, et de s'y investir. Aussi nombreux soient-ils, voilà, on est que des grains de sable, et tous ensemble, je pense qu'on pourra offrir un avenir meilleur. Je retiendrai cette phrase, un avenir meilleur. Qu'est-ce qu'on va offrir à nos petits-enfants, à la jeune génération? Alors, pour vous renseigner sur ce sujet du tourisme éco-responsable, il y a le site de tahititourisme.pf. Merci beaucoup, Jean-Marc, d'avoir été présent avec nous. Et puis, vous avez aussi le site de vikoratahiti.com et celle de l'association Nani, associationnani.com. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à notre invitation. Et pour nous, c'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve demain. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec à 18h votre VA Tahiti. Maruru itotatou farerira trahoma parheana.